Le golfe d'Alaska occupe l'extrémité nord-orientale de l'océan Pacifique, adossé entre la côte sud de l'Alaska et la chaîne des Cascades à l'est. Ses eaux s'étendent sur plus de 1,5 million de kilomètres carrés, une superficie supérieure à celle de la Colombie ou de l'Éthiopie, et atteignent des profondeurs qui dépassent les 5600 mètres dans sa partie centrale. Ce n'est pas une mer fermée ni une baie mineure. C'est un bassin océanique actif, dynamique et à plusieurs égards exceptionnel. La géographie qui le définit est une combinaison d'arcs volcaniques, de péninsules allongées et de côtes escarpées. Au sud-ouest, la péninsule d'Alaska et les îles Aléoutiennes agissent comme une grande barrière naturelle qui le sépare de la mer de Bering. Au sud-est, le Panhandle de l'Alaska, avec son système complexe de fjords, de glaciers et de chenaux intérieurs, alimente constamment le golfe en sédiments et en eau douce glaciaire. Les monts Saint-Élie, qui atteignent 5959 mètres au mont Logan, le deuxième sommet le plus élevé de l'hémisphère occidental, dominent l'arrière-plan terrestre et drainent leurs glaciers directement vers les côtes du golfe. Le fond marin du golfe n'est pas uniforme. Le plateau continental, relativement étroit en comparaison avec d'autres régions du Pacifique Nord, descend abruptement vers le bassin central. Dans certaines zones, cette transition entre le plateau et le bassin abyssal se produit sur des distances horizontales de seulement quelques dizaines de kilomètres, générant un profil bathymétrique presque vertical qui a des conséquences directes sur la dynamique des courants. Tectoniquement, le golfe se situe sur l'une des zones de subduction les plus actives de la planète. La plaque du Pacifique s'enfonce sous la plaque nord-américaine à un taux compris entre 5 et 7 cm par an. Ce processus génère une intense activité sismique. Le tremblement de terre de Prince William de 1964, d'une magnitude de 9,2 degrés, est le deuxième plus puissant enregistré dans l'histoire instrumentale de l'humanité et a transformé physiquement des parties du littoral du Golfe, élevant ou abaissant des sections entières de la côte de plusieurs mètres. L'arc volcanique aléoutien, avec plus de 80 volcans actifs, est une conséquence directe de cette subduction et contribue à faire du golfe d'Alaska l'une des régions géologiquement les plus agitées de l'hémisphère nord. Le climat de la région est dominé par le système de basse pression du golfe d'Alaska, une dépression semi-permanente qui organise les schémas atmosphériques d'une grande partie du Pacifique Nord. Ce système génère des tempêtes qui, en hiver, atteignent des vagues de plus de 15 mètres en haute mer, ce qui fait du Golfe l'une des mers les plus tempétueuses de la planète. Les pêcheurs de crabes qui opèrent dans ces eaux les plus froides ont donné un nom à cette notoriété climatique. Le golfe d'Alaska et la mer de Bering se disputent chaque année le titre des pêcheries les plus dangereuses du monde. La côte qui borde le golfe est l'une des plus irrégulières et complexes de la planète. Le Panhandle de l'Alaska, la bande côtière qui s'étend vers le sud-est, concentre des milliers d'îles, de chenaux, de fjords et d'entrées qui ensemble forment le passage intérieur, une route navigable d'eau protégée qui relie le sud de l'Alaska à la Colombie-Britannique. Dans cette zone, les glaciers qui se jettent directement dans la mer, les glaciers de marée, constituent l'un des systèmes glaciaires les plus étendus de l'hémisphère nord hors des régions polaires. Le glacier Malaspina, avec plus de 3900 km², est le plus grand glacier de piémont du monde et alimente directement les eaux du Golfe par son écoulement dans la baie de Yakutat. Les estuaires et les deltas qui ponctuent la côte orientale du Golfe sont des écosystèmes de transition entre l'environnement terrestre et marin. Le delta du fleuve Copper, par exemple, est l'un des plus productifs d'Amérique du Nord. Il canalise chaque année des volumes d'eau douce et de sédiments qui modifient la chimie du Golfe dans un rayon de dizaines de kilomètres depuis son embouchure. Ces zones estuariennes sont le point où le contraste entre eau douce et eau salée est le plus extrême, et où les fronts de mélange se forment et se défont avec les marées en cycle de quelques heures. L'histoire humaine sur les côtes du Golfe d'Alaska remonte à plus de 10 000 ans. Les peuples Alutiiq, Tlingit, Eyak et d'autres nations autochtones ont développé des cultures maritimes qui dépendaient directement de la productivité biologique du Golfe, en particulier du saumon, de la baleine, du phoque et du flétan. Leurs connaissances accumulées sur la dynamique des courants, les schémas climatiques et les cycles biologiques du Golfe représentent des millénaires d'observation systématique d'un système océanique que la science occidentale n'a commencé à étudier avec des instruments qu'au XIXe siècle.
Les eaux du golfe d'Alaska présentent une salinité qui oscille entre 30 et 33 unités pratiques de salinité, UPS, dans les zones côtières, inférieure à la moyenne océanique mondiale de 35 UPS. Cette dilution est le résultat de multiples sources d'eau douce, précipitations abondantes, fleuves puissants comme le Copper, le Susitna et le Kenai, et surtout la fonte glaciaire qui, pendant les mois chauds, apporte d'énormes volumes d'eau froide et relativement dessalée à la colonne d'eau côtière. La température de surface varie de manière marquée selon la saison et la latitude. En été, les couches superficielles peuvent atteindre entre 10 et 15 degrés Celsius dans les zones les plus méridionales, tandis qu'en hiver, elles descendent vers 2 ou 3 degrés sur les côtes et s'approchent du point de congélation dans les zones les plus septentrionales. À des profondeurs intermédiaires, entre 200 et 600 mètres, persiste une couche d'eau plus chaude et saline connue sous le nom d'eau intermédiaire du Pacifique Nord, une masse d'eau formée aux latitudes subpolaires et qui circule lentement sous la pycnocline. La pycnocline du golfe d'Alaska, c'est-à-dire la couche dans laquelle la densité de l'eau augmente brusquement avec la profondeur, est particulièrement marquée et stable pendant les mois estivaux. Ce gradient vertical de densité agit comme une barrière physique qui rend difficile le mélange entre la couche superficielle et les eaux profondes, créant en essence deux mondes séparés au sein de la même colonne d'eau. La teneur en oxygène dissous dans les eaux superficielles du golfe est élevée, favorisée par les basses températures et par l'agitation mécanique continue générée par le vent et les courants. Cependant, dans les zones intermédiaires et profondes, la demande biologique et le faible renouvellement vertical peuvent générer des poches de faible oxygénation. Ce schéma d'oxygénation stratifiée a des conséquences directes sur la distribution verticale de la vie marine. Le golfe d'Alaska est l'une des régions de plus grande productivité biologique de l'océan mondial. La raison est géochimique. Les remontées d'eau côtières, provoquées par le vent et par la topographie sous-marine, élèvent des eaux profondes riches en nutriments tels que les nitrates, les phosphates et les silicates vers la zone photique. En combinaison avec les longues heures de lumière de l'été boréal, cet apport de nutriments déclenche des floraisons massives de phytoplancton, base d'une chaîne trophique qui soutient des populations de krill, de poissons pélagiques, de saumons, de baleines à bosse, d'orques, de lions de mer et de millions d'oiseaux marins. Le fer est un micronutriment qui mérite une attention particulière dans le contexte du golfe. Les apports fluviaux et la poussière éolienne provenant des plaines alluviales d'Alaska enrichissent les eaux côtières en fer, un élément limitant dans de nombreuses parties de l'océan ouvert. Cette disponibilité différentielle du fer contribue à ce que la productivité des eaux côtières du Golfe soit notablement supérieure à celle des eaux océaniques adjacentes, créant un gradient biologique qui se superpose aux gradients physiques et chimiques déjà existants. La chimie du carbone dans le Golfe d'Alaska a des dimensions particulières. L'eau froide du Golfe absorbe le dioxyde de carbone atmosphérique avec une plus grande efficacité que les eaux tropicales, ce qui fait de la région un puits net de carbone. Cependant, cette absorption élève la concentration d'acide carbonique dans l'eau et réduit son pH, processus connu sous le nom d'acidification océanique. Dans les eaux côtières du Golfe, où les apports d'eau douce réduisent déjà l'alcalinité, les effets de l'acidification sont particulièrement prononcés, avec des conséquences mesurables sur les organismes qui construisent leur structure avec du carbonate de calcium. Quant aux sédiments en suspension, l'apport glaciaire et fluvial est extraordinairement élevé. Les glaciers qui drainent les montagnes de Saint-Élie transportent des quantités massives de roches pulvérisées, appelées poussières de roches glaciaires, qui confèrent aux eaux côtières une coloration trouble caractéristique entre verdâtre et brunâtre. Ce matériau en suspension contraste visuellement avec les eaux plus sombres et transparentes de l'océan ouvert, et ce contraste visuel est, précisément, le point de départ du phénomène qui a popularisé le golfe d'Alaska dans le débat public sur les océans. La chimie organique du golfe mérite également une mention spécifique. Les floraisons de phytoplancton qui se produisent chaque printemps et chaque été produisent d'énormes quantités de matière organique dissoute et particulière. Une fraction de cette matière organique est exportée vers les profondeurs par ce que l'on appelle la pompe biologique du carbone, le processus par lequel les organismes morts et les excréments du zooplancton coulent et transportent du carbone organique depuis la surface vers le fond océanique.
Le golfe d'Alaska est l'une des régions où cette pompe biologique fonctionne avec le plus d'intensité dans le Pacifique Nord, avec des taux d'exportation de carbone que les océanographes continuent de mesurer et de modéliser. Le système circulatoire du golfe d'Alaska est dominé par le gir subpolaire du Pacifique Nord, une grande circulation cyclonique, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre qui mobilise d'énormes masses d'eau à l'échelle du bassin. L'élément le plus reconnaissable de ce gir est le courant d'Alaska, qui s'écoule vers le nord-ouest le long de la côte, depuis le sud jusqu'aux îles Aléoutiennes, où il tourne vers le sud-ouest pour devenir le courant aléoutien. Le courant d'Alaska transporte une eau relativement chaude vers des latitudes plus élevées, ce qui modère le climat côtier du sud de l'Alaska et distingue ses hivers de ceux des régions continentales situées à la même latitude. Avec des vitesses typiques comprises entre 20 et 50 cm par seconde dans les zones les plus énergétiques, ce courant est le principal vecteur de transport horizontal de chaleur, de sel, de nutriments et d'organismes le long du bord du golfe. Dans la zone côtière, le système circulatoire se complique notablement. Le courant côtier d'Alaska, plus superficiel et plus rapide que le courant d'Alaska, s'écoule également vers l'ouest et est alimenté de manière décisive par les entrées d'eau douce continentales. Ce courant côtier est en réalité un courant de dilution. Sa plus faible salinité et sa plus faible densité le maintiennent séparé des eaux océaniques adjacentes, flottant littéralement au-dessus d'elles sans se mélanger immédiatement. Les remontées d'eau côtière, particulièrement importantes dans la partie orientale du golfe, se produisent lorsque le vent pousse les eaux superficielles vers le large, permettant à des eaux froides et riches en nutriments de remonter depuis des profondeurs intermédiaires. Ce processus d'upwelling est responsable d'une grande partie de la fertilité de l'écosystème, mais il introduit également dans l'équation des masses d'eau ayant des propriétés physiques et chimiques très différentes de celles de la couche superficielle, amplifiant l'hétérogénéité horizontale et verticale du golfe. Les marées dans le golfe d'Alaska présentent des amplitudes exceptionnelles en certains points. À la tête de la baie de Cook, face à Anchorage, les marées peuvent dépasser 12 mètres de différence entre la pleine mer et la basse mer, faisant de cette zone l'un des environnements tidaux les plus extrêmes de la planète. Ces marées ne génèrent pas seulement des courants de marée de grande intensité dans les chenaux et les estuaires, mais elles contribuent aussi au mélange vertical dans les zones peu profondes de la plateforme continentale. Les tourbillons méso-échelles, structures circulaires de dizaines à des centaines de kilomètres de diamètre, sont également des acteurs importants dans la dynamique du golfe. Ces tourbillons, générés par des instabilités dans les courants principaux, peuvent persister pendant des semaines ou des mois et transporter de l'eau avec des propriétés spécifiques, aussi bien chaude et saline que froide et douce, vers l'intérieur du golfe ou vers l'océan ouvert. Leur présence complique toute description simple de la circulation et contribue à l'hétérogénéité observée dans les propriétés de l'eau. L'un des tourbillons les plus étudiés du golfe d'Alaska est le tourbillon de Haida, qui se forme chaque hiver à proximité des îles Haida-Gwaii, sur la côte de la Colombie-Britannique, et se déplace vers le nord-ouest, le long du bord du golfe pendant des mois. Ces tourbillons de Haida transportent des eaux riches en micronutriments côtiers, y compris le fer, vers l'océan ouvert du Pacifique Nord, où ils fertilisent des régions qui seraient autrement peu productives. Ils sont en essence des mécanismes d'exportation de propriétés côtières vers l'intérieur de l'océan, et leur existence démontre que l'échange entre les eaux côtières du Golfe et l'océan ouvert est non seulement possible, mais aussi structuré selon des schémas prévisibles. La variabilité saisonnière de la circulation est prononcée. En été, la stratification thermique superficielle domine et le courant côtier d'Alaska est plus net et confiné. En hiver, le mélange par le vent et la convection érode la stratification, le courant côtier s'élargit et s'affaiblit, et la circulation du golfe devient plus uniforme verticalement. Cette variation saisonnière de la circulation modifie l'intensité et la position des fronts océaniques tout au long de l'année, les rendant plus spectaculaires pendant les mois chauds et plus diffus pendant les mois froids. À un certain moment, autour de l'année 2010, une photographie prise depuis un bateau dans le golfe d'Alaska a commencé à circuler sur Internet avec une légende qui a capté l'attention de millions de personnes.
L'image montrait une ligne nette divisant l'océan en deux zones de couleurs clairement distinctes, l'une turquoise et l'autre d'un bleu marine profond, et le texte affirmait qu'il s'agissait de deux océans qui ne se mélangent pas. L'image a été partagée des dizaines de milliers de fois, accompagnée d'interprétations allant du poétique au pseudo-scientifique, et a généré un vaste débat sur des phénomènes océaniques que la plupart des personnes n'avaient jamais envisagés. La photographie originale a été prise par l'océanographe Kent Smith lors d'une expédition de recherche dans le Golfe et a ensuite été incluse dans un article scientifique sur la dynamique des masses d'eau dans la région. Hors de son contexte scientifique, cependant, l'image a acquis une vie propre et est devenue un matériel de diffusion virale, souvent accompagné d'affirmations inexactes ou directement fausses. Ce que la photographie montre de manière authentique est une frontière entre deux masses d'eau ayant des propriétés physiques et chimiques distinctes. La ligne visible n'est ni permanente ni fixe. Elle est une manifestation superficielle d'un front océanique, une zone de transition entre deux masses d'eau qui, à ce moment particulier, se trouvent juxtaposées. La différence de couleur reflète de véritables différences de turbidité, de contenu en sédiments, de salinité, de température, et, en fin de compte, de faune microscopique qui habite chaque masse. Le phénomène est réel. La controverse naît du langage avec lequel il est décrit. Affirmer que deux océans ne se mélangent pas suggère une séparation permanente, absolue et structurelle, qui ne correspond pas à la réalité océanographique. Cependant, rejeter complètement le phénomène comme une erreur ou une exagération ne saisit pas non plus la complexité du processus que l'image illustre. Entre ces deux extrêmes existe une explication scientifique précise qui exige de comprendre ce que sont les fronts océaniques et pourquoi ils existent. La scène que montre la photographie n'est pas exclusive au golfe d'Alaska et n'est pas extraordinairement rare. Des fronts océaniques visibles à l'œil nu sont observés dans de nombreux endroits de la planète, à la confluence du Rio de la Plata avec l'Atlantique, à l'embouchure de l'Amazone, dans les zones où le Gulf Stream rencontre des eaux plus froides de l'Atlantique Nord, aux limites de l'eau de fonte arctique et de l'océan environnant. Ce qui a rendu spéciale la photographie du golfe d'Alaska fut la netteté visuelle du contraste, la qualité de l'image et le moment où elle est apparue sur les réseaux sociaux, lorsque la culture virale commençait à fonctionner à pleine puissance. Plusieurs chercheurs qui étudient l'océanographie du Golfe ont signalé publiquement que l'interprétation virale de l'image était erronée. Mais leurs corrections ont généré un trafic notablement inférieur à celui de l'image originale. Cette asymétrie dans la diffusion de l'erreur face à la correction est un schéma récurrent dans la communication scientifique contemporaine et ne dit rien de particulier sur l'océanographie du golfe d'Alaska, mais bien sur les difficultés de communiquer la science dans des environnements d'information massive où l'image et la légende brève dominent sur l'explication détaillée. Un front océanique est une zone de transition relativement étroite entre deux masses d'eau ayant des propriétés physiques ou chimiques distinctes. Le concept est analogue à celui des fronts météorologiques dans l'atmosphère. De la même manière qu'un front froid sépare une masse d'air chaud d'une masse d'air froid, un front océanique sépare des masses d'eau ayant une température, une salinité, une densité ou d'autres propriétés différentes. Les fronts océaniques se forment par de multiples mécanismes. Certains sont le produit de la convergence de courants ayant des propriétés distinctes. D'autres résultent de la décharge d'eau douce provenant de rivières ou de glaciers qui heurtent latéralement l'eau salée de l'océan ouvert. D'autres surgissent dans les transitions entre zones de remontée d'eau et zones de subsidence ou au bord des grands gyres océaniques où des masses d'eau d'origine différentes se rencontrent. Dans le golfe d'Alaska, le front qui apparaît sur la photographie virale est essentiellement un front de dilution, c'est-à-dire une transition entre de l'eau douce ou de faible salinité provenant d'apports glaciaires et fluviaux côtiers et de l'eau marine de salinité normale du Pacifique Nord. Les eaux côtières du golfe, particulièrement dans la zone du Panhandle et face aux embouchures des grands fleuves, ont une salinité notablement inférieure à celle de l'eau océanique adjacente. Cette différence de salinité se traduit par une différence de densité qui rend difficile le mélange horizontal et maintient les deux masses d'eau séparées pendant des durées qui peuvent aller de quelques heures à plusieurs semaines. La turbidité différentielle amplifie le contraste visuel. Les eaux côtières, chargées de sédiments glaciaires et de matière organique en suspension,
présentent cette coloration turquoise ou verdâtre qui résulte de la diffusion de la lumière par les particules en suspension. Les eaux océaniques ouvertes, beaucoup plus transparentes, absorbent les longueurs d'onde les plus longues du spectre visible et reflètent principalement le bleu. Le front entre les deux masses devient visible précisément parce que le contraste optique est suffisamment marqué pour être détectable à l'œil nu depuis la surface. La stabilité du front dépend de l'ampleur des différences de densité entre les deux masses et de l'énergie disponible pour les mélanger. Le vent, les vagues, les marées et les courants inertiels agissent continuellement pour détruire les fronts par mélange turbulent. En même temps, les processus qui les génèrent, la décharge d'eau douce, la remontée d'eau profonde, la convergence de courants, continuent de les alimenter. L'équilibre entre ces forces destructrices et génératrices détermine combien de temps et avec quelle netteté un front persiste en un point donné. Dans le cas du golfe d'Alaska, la décharge d'eau douce est si volumineuse et si continue que les fronts côtiers peuvent persister pendant des semaines, voire des mois. Le courant côtier d'Alaska, qui s'écoule vers l'ouest en conservant son identité de faible salinité, constitue en lui-même un front mobile de centaines de kilomètres de longueur qui sépare les eaux côtières des eaux océaniques pendant une grande partie de l'année. Ce front n'est pas une ligne fixe, mais une structure dynamique qui oscille latéralement avec le vent et les marées, qui se fragmente en tourbillons et en filaments, et qui peut présenter des discontinuités ou se rétrécir sur certains tronçons. Pour comprendre pourquoi deux masses d'eau ayant des propriétés différentes peuvent coexister en contact sans se mélanger immédiatement, il est nécessaire de comprendre le concept de densité de l'eau de mer. La densité de l'eau marine dépend principalement de deux facteurs, la température et la salinité. L'eau plus froide est plus dense que l'eau plus chaude et l'eau plus saline est plus dense que l'eau plus douce lorsque les autres facteurs restent constants. La densité de l'eau de mer varie entre environ 1020 et 1028 kg par mètre cube, des variations apparemment faibles mais aux conséquences énormes pour la dynamique océanique. Lorsque deux masses d'eau ayant des densités différentes entrent en contact, la différence de densité agit comme une barrière au mélange. Pour qu'une masse d'eau de moindre densité se mélange avec une masse de plus grande densité, il est nécessaire de lui apporter une énergie cinétique suffisante pour surmonter la stratification. Littéralement, il faut faire en sorte que la masse plus légère s'enfonce ou que la plus lourde s'élève contre sa flottabilité naturelle. Lorsque l'énergie turbulente disponible est insuffisante pour surmonter cet obstacle, les masses d'eau se juxtaposent simplement, celles de moindre densité flottant au-dessus de celles de plus grande densité. Dans le golfe d'Alaska, l'eau douce provenant de la fonte glaciaire est plus froide, mais aussi beaucoup moins saline que l'eau océanique. L'effet de la salinité sur la densité domine dans cette plage de température. L'eau douce froide est moins dense que l'eau marine de température similaire parce que l'absence de sel réduit sa masse par unité de volume. Par conséquent, l'eau glaciaire tend à flotter sur l'eau océanique lorsque les deux se rencontrent, créant une couche superficielle de faible densité qui résiste à l'enfoncement. Dans les zones où le front est vertical ou oblique, c'est-à-dire où l'interface entre les deux masses n'est pas simplement une couche horizontale, mais une surface inclinée, des forces supplémentaires entrent en jeu. La rotation terrestre, à travers l'effet de Coriolis, tend à incliner les fronts et à générer des courants géostrophiques parallèles à ceux-ci. Dans le golfe d'Alaska, où l'échelle des fronts est suffisante pour que l'effet de Coriolis soit pertinent, les courants géostrophiques renforcent la ségrégation entre les masses d'eau en générant des flux qui maintiennent les propriétés de chaque masse sans les mélanger. Le mélange turbulent, cependant, agit toujours à petite échelle. Les fronts océaniques ne sont pas des murs absolument imperméables. Aux échelles des millimètres et des centimètres, la diffusion moléculaire et la turbulence mélangent continuellement de petites quantités d'eau d'un côté à l'autre. Ce qui rend un front particulier n'est pas que le mélange soit inexistant, mais qu'il est suffisamment lent par rapport aux processus qui maintiennent les différences de propriété entre les deux masses. En termes quantitatifs, le coefficient de diffusion turbulente à travers un front bien établi peut être de plusieurs ordres de grandeur inférieur à celui des eaux sans stratification, ce qui signifie que le mélange effectif se produit sur des échelles de temps de jours à semaines plutôt que d'heures. Les fronts océaniques sont aussi des zones d'intense activité biologique.
La convergence de deux masses d'eau aux propriétés distinctes génère des gradients de nutriments, de température et de salinité que de nombreux organismes exploitent activement. Certaines espèces de poissons pélagiques se concentrent dans les fronts parce qu'elles y trouvent une plus grande densité de proies. Les oiseaux marins et les mammifères marins apprennent à localiser les fronts comme zone d'alimentation. Le front visible dans le golfe d'Alaska n'est pas seulement une curiosité visuelle, c'est un écosystème de bord doté d'une dynamique propre. L'affirmation selon laquelle, dans le golfe d'Alaska, deux océans ne se mélangent pas se présente en versions d'intensité différentes, depuis les versions purement descriptives jusqu'à celles qui impliquent une séparation permanente et absolue. Il vaut la peine de démonter ces hypothèses avec précision. La version la plus faible de l'hypothèse soutient simplement que, dans la photographie virale, on observe deux masses d'eau aux propriétés différentes qui, à ce moment-là, ne se mélangent pas de manière appréciable à l'échelle visuelle. Cette version est correcte. Deux masses d'eau peuvent coexister en contact sans se mélanger immédiatement si leurs différences de densité sont suffisantes pour stabiliser le front. Ce que l'on observe sur la photo est cet état transitoire. La version la plus forte de l'hypothèse soutient qu'il existe une barrière permanente et infranchissable entre deux corps d'eau dans le golfe d'Alaska, que ceux-ci ne se mélangent jamais et que cette séparation possède un caractère presque surnaturel ou du moins inexplicable du point de vue scientifique conventionnel. Cette version est incorrecte. Premièrement, parce que le golfe d'Alaska fait partie de l'océan Pacifique. Il n'y a pas deux océans distincts en jeu. Il y a différentes masses d'eau au sein du même système océanique, avec des propriétés distinctes résultant de leurs histoires différentes, de leurs différentes sources et de leur exposition différentielle à l'atmosphère, aux glaciers et aux rivières. La distinction entre océans comporte une composante géographique et culturelle plutôt qu'un caractère physique rigoureux. Deuxièmement, parce que les deux masses d'eau se mélangent avec certitude, seulement elles le font de manière graduelle et à différentes échelles de temps et d'espace. Les études de traceurs chimiques et biologiques dans le golfe d'Alaska démontrent sans ambiguïté qu'il existe un échange continu de propriétés entre le courant côtier d'Alaska et les eaux océaniques adjacentes. Les sédiments glaciaires qui donnent la couleur trouble aux eaux côtières apparaissent, en quantité réduite, dans des analyses de sédiments du fond océanique à des centaines de kilomètres de la côte. Les larves d'organismes qui prennent naissance dans les zones côtières se trouvent dans les eaux océaniques ouvertes. Les isotopes de l'eau douce glaciaire ont été détectés à l'intérieur du Pacifique Nord. Troisièmement, parce que l'échelle temporelle du mélange importe. Affirmer que deux masses d'eau ne se mélangent pas sans préciser à quelle échelle temporelle est une affirmation incomplète. À l'échelle d'une photographie de quelques heures ou de quelques jours, un front océanique peut sembler une frontière absolue. À l'échelle de semaines et de mois, le mélange est mesurable et significatif. À l'échelle des années et des décennies, les propriétés des masses d'eau du golfe d'Alaska reflètent l'échange accumulé avec l'océan environnant. Quatrièmement, et en lien avec ce qui précède, la position exacte du front varie continuellement. Les fronts océaniques ne sont pas des structures statiques comme les lignes sur une carte. Ils se déplacent latéralement avec le vent et les courants, se fragmentent en tourbillons et en filaments et se dissipent lorsque les conditions qui les ont générés changent. Le front que la photographie a capturé à cet instant particulier n'a pas existé exactement à cet endroit, ni avec cette netteté le jour précédent, ni le jour suivant. Parler de deux océans qui ne se mélangent jamais implique une permanence que la dynamique réelle du front ne soutient pas. Cinquièmement, l'échelle à laquelle le phénomène est observé détermine la perception de séparation. Vu depuis un bateau en surface, le front paraît une ligne nette qui divise l'océan en deux domaines distincts. Observé depuis un instrument qui mesure la température ou la salinité tous les mètres le long d'un transect perpendiculaire au front, la même frontière apparaît comme un gradient qui s'étend sur des centaines de mètres, voire des kilomètres, sans aucune discontinuité abrupte. La netteté visuelle est une fonction du contraste optique, non de l'existence d'une barrière physique réelle. Sixièmement, bien que le golfe d'Alaska soit l'exemple qui a popularisé le phénomène, des fronts analogues existent dans des dizaines de lieues de l'océan mondial et aucun d'entre eux ne constitue une séparation permanente. Les océanographes étudient depuis des décennies les fronts dans l'Atlantique Nord, dans l'océan Indien, dans l'Antarctique et dans les mers marginales de toute la planète. Dans aucun de ces cas, une séparation permanente à l'échelle de mois ou d'années n'a été documentée.
La dynamique générée par les fronts est universelle et ses résultats sont toujours les mêmes, des structures transitoires de mélange inhibées et non des murs permanents. Le golfe d'Alaska reçoit le plus grand apport d'eau douce glaciaire de toute masse côtière de l'océan mondial en dehors de l'Antarctique et du Groenland. Les glaciers de l'Alaska et du nord-ouest du Canada, qui se drainent vers le Pacifique Nord à travers le golfe, ont perdu plus de 75 km3 de glace par an au cours des dernières décennies, et une fraction significative de cette masse de glace finit sous forme d'eau de fonte dans le golfe. Ce chiffre est comparable aux apports des plus grands fleuves du monde et a des conséquences directes sur la salinité, la densité et la stratification des eaux côtières. L'eau de fonte glaciaire possède des caractéristiques physiques et chimiques particulières. Elle est extrêmement froide, souvent proche de 0 degré Celsius lorsqu'elle sort directement du glacier. Sa salinité est pratiquement nulle, ce qui la rend beaucoup moins dense que l'eau marine environnante. Elle transporte de grandes quantités de sédiments fins appelés farine glaciaire qui lui donnent cette coloration trouble caractéristique, et elle contient des concentrations de fer et d'autres micronutriments résultant de l'érosion des roches sous-jacentes qui fertilisent les eaux côtières lorsqu'elles se mélangent progressivement à l'océan. Le processus d'entrée de l'eau de fonte dans l'océan n'est pas uniforme. Dans les glaciers qui se terminent directement dans la mer, les glaciers à terminaison marine, l'eau douce est libérée non seulement en surface mais aussi au fond du front glaciaire, où la fusion sous-marine peut être intense. Cette eau douce froide et de faible densité remonte le long de la face du glacier, formant des panaches de remontée qui mélangent l'eau douce avec l'eau marine salée à mesure qu'il monte vers la surface. Le résultat est un mélange à la base du front glaciaire qui n'est ni de l'eau douce pure ni de l'eau marine, mais quelque chose d'intermédiaire. À mesure que l'eau de fonte s'éloigne de la côte, sa salinité augmente progressivement par dilution et se mélange avec l'eau océanique. Le courant côtier de l'Alaska peut être vu comme le produit accumulé de ce processus de dilution progressive. Un courant de faible salinité qui intègre les apports de dizaines de glaciers et de rivières le long de centaines de kilomètres de côte et les transporte vers l'ouest en se maintenant au-dessus de l'eau océanique plus dense. Ce courant constitue le front mobile que tant de photographies ont capturé au fil des années. Le changement climatique modifie ce système de manière mesurable. Le recul accéléré des glaciers de l'Alaska au cours des dernières décennies a temporairement augmenté les volumes d'eau douce qui atteignent le golfe, intensifiant la stratification côtière et renforçant potentiellement les fronts de dilution. À long terme, cependant, la réduction du volume glaciaire réduira les apports d'eau douce, altérant l'équilibre des densités qui maintient actuellement les fronts et modifiant la productivité biologique de l'écosystème. Le mélange dans l'océan se produit par de multiples mécanismes qui opèrent à des échelles spatiales et temporelles très différentes. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour comprendre pourquoi les fronts océaniques sont des structures temporaires et non permanentes. Le mélange par le vent est le processus le plus visible. Lorsque le vent souffle sur la surface de l'océan, il transfère de l'énergie cinétique à l'eau, générant des vagues et de la turbulence qui mélangent la couche superficielle jusqu'à des profondeurs de dizaines de mètres. Les tempêtes intenses, fréquentes dans le golfe d'Alaska, surtout en automne et en hiver, peuvent détruire la stratification saisonnière en quelques jours, mélangeant les couches superficielles et profondes et effaçant temporairement les fronts qui avaient persisté pendant des semaines. Les fronts du golfe d'Alaska sont donc des structures saisonnières. Ils sont plus nets et stables en été lorsque la couche superficielle est chaude et que la stratification est maximale, et ils s'affaiblissent ou disparaissent en hiver sous l'effet combiné des tempêtes et du refroidissement superficiel. La convection est un autre mécanisme clé. Lorsque l'eau superficielle se refroidit en automne et en hiver, sa densité augmente et elle commence à s'enfoncer, étant remplacée par une eau plus chaude et dense venant d'en dessous. Ce processus de convection profonde, similaire en principe à celui qui se produit dans l'Atlantique Nord et en Méditerranée, mélange efficacement la colonne d'eau pendant les mois froids. Dans le golfe d'Alaska, la convection hivernale peut atteindre des profondeurs de plusieurs centaines de mètres dans les zones les moins influencées par l'eau douce côtière. Les courants de marée, en particulier dans les zones de plateau et dans les fjords et canaux de la côte, génèrent un cisaillement vertical qui mélange les couches d'eau de densités différentes.
Dans la baie de Cook et dans d'autres estuaires à marée de grande amplitude, le mélange par cisaillement de marée est le processus dominant qui maintient la colonne d'eau relativement bien mélangée, malgré les apports continus d'eau douce. L'instabilité de Kelvin-Helmholtz est un mécanisme de mélange plus subtil mais tout aussi important. Elle se produit à l'interface entre deux fluides qui se déplacent à des vitesses différentes, générant des ondes qui s'enroulent et se brisent, mélangeant les fluides adjacents de manière intermittente. Dans les fronts océaniques, où deux masses d'eau de densité différentes s'écoulent en parallèle mais à des vitesses légèrement différentes, ce type d'instabilité génère des microstructures de mélange qui contribuent au transport latéral des propriétés à travers le front. La double diffusion est un mécanisme particulièrement intéressant qui opère dans des situations où la température et la salinité ont des effets opposés sur la densité. Dans certaines zones du golfe d'Alaska, surtout près des interfaces entre l'eau glaciaire froide et salée et l'eau océanique chaude et saline, ce processus peut générer des couches alternantes d'eau plus mélangées et plus stratifiées, créant des structures en forme de doigts ou de marches dans les profils verticaux de température et de salinité que les océanographes appellent salt fingering ou diffusion par couche. Tous ces mécanismes opèrent de manière continue dans le golfe d'Alaska, érodant les fronts depuis leur marge et depuis la partie supérieure et inférieure. La raison pour laquelle les fronts persistent malgré cette érosion continue est que les processus qui les génèrent, l'apport d'eau douce, la circulation géostrophique, la remontée côtière, opèrent également de manière continue. Les fronts océaniques du golfe d'Alaska sont le résultat d'un équilibre dynamique entre des forces de génération et des forces de destruction, et non d'une séparation physique absolue et imperméable. L'énergie nécessaire pour mélanger les deux masses d'eau d'un front typique du golfe peut être quantifiée. En termes physiques, l'énergie potentielle disponible stockée dans le gradient de densité d'un front bien développé équivaut à plusieurs joules par mètre carré de surface. Pour dissiper ce gradient et mélanger complètement les deux masses d'eau, il faut apporter cette énergie sous forme de turbulences mécaniques. Les tempêtes hivernales du Golfe, avec des vents qui peuvent dépasser 150 km/h, sont capables d'apporter cette énergie en quelques heures, ce qui explique pourquoi les fronts les plus nets de l'été disparaissent ou se diffusent notablement après les épisodes de tempêtes automnales et hivernales. Ce cycle de construction et de destruction des fronts fait partie du rythme saisonnier du Golfe. L'étude scientifique des fronts océaniques du golfe d'Alaska a plusieurs décennies d'histoire. Les expéditions océanographiques qui ont commencé à se multiplier après la Seconde Guerre mondiale, motivées en partie par des intérêts militaires et en partie par l'expansion de la pêche commerciale, ont documenté très tôt l'existence de gradients marqués de température, de salinité et de productivité dans le Golfe. Les travaux de Thomas Royer à l'Université d'Alaska dans les années 70 et 80 ont établi les bases quantitatives de la circulation côtière du Golfe et ont décrit le courant côtier de l'Alaska avec suffisamment de précision pour démontrer sa nature de front de faible salinité. Ces mesures ont montré que la différence de salinité entre les eaux côtières et les eaux océaniques du Golfe pouvait dépasser 3 unités pratiques de salinité, une différence qui, bien qu'elle semble petite, a un effet énorme sur la densité et la dynamique du front. Les études de traceurs chimiques réalisées dans les années 90 et 2000 ont utilisé des isotopes de l'oxygène et de l'hydrogène pour suivre l'eau de fonte glaciaire à travers le système océanique du Golfe. Ces traceurs sont comme les empreintes digitales de l'eau. L'eau douce glaciaire possède une composition isotopique différente de celle de l'eau marine, ce qui permet de suivre sa dilution et sa dispersion à mesure qu'elle se mélange à l'océan. Les résultats ont confirmé que l'eau glaciaire du golfe d'Alaska peut être suivie à des centaines de kilomètres au large et que sa concentration diminue progressivement, non de manière abrupte, à mesure qu'elle s'éloigne de la côte. Les programmes d'observation à long terme, comme le programme d'observation de l'écosystème du golfe d'Alaska, ont documenté la variabilité interannuelle et décennale des propriétés des masses d'eau du golfe. Ces programmes ont montré que les fronts du Golfe répondent à des phénomènes climatiques de grande échelle comme El Niño et l'oscillation décennale du Pacifique, qui modifient la température et la salinité des eaux océaniques du Pacifique Nord et altèrent ainsi le gradient de densité qui maintient les fronts. Lors des années El Niño, les eaux océaniques plus chaudes et de salinité différentes modifient le contraste des propriétés avec les eaux côtières, changeant l'intensité et la position des fronts.
L'observation par satellite a transformé la capacité de surveiller les fronts océaniques. Les capteurs de température superficielle de la mer, de couleur de l'océan et de hauteur de la surface marine à bord de satellites comme MODIS, VKTIRS ou Sentinel permettent de suivre la position, l'intensité et la variabilité des fronts du golfe d'Alaska avec une résolution temporelle et spatiale qu'aucune expédition in situ ne pourrait atteindre. Ces observations ont confirmé la nature dynamique et changeante des fronts. Les données satellitaires montrent que la position du front entre les eaux côtières et océaniques du Golfe peut varier de dizaines de kilomètres en quelques jours en réponse au changement du vent et des courants. Les études de modélisation numérique ont complété les observations directes en permettant aux chercheurs de reproduire la formation et l'évolution des fronts du Golfe dans différentes conditions atmosphériques et océaniques. Les modèles à haute résolution comme le ROMS appliqué au golfe d'Alaska ont démontré que les fronts sont le résultat prévisible des équations de la dynamique des fluides sans nécessité d'invoquer aucun mécanisme supplémentaire ou inconnu. La concordance entre les simulations et les observations fournit une validation indépendante du fait que la physique qui décrit ces fronts est correctement comprise. La recherche halieutique a également apporté des données de long terme d'une grande valeur. Les statistiques de capture des pêcheries commerciales du Golfe, accumulées pendant des décennies par la NOAA et l'Institut de recherche marine d'Alaska, montrent des fluctuations qui se corrèlent avec des changements dans la structure thermique et saline du Golfe. Ces fluctuations, qui affectent les populations de pollock, de flétans, de saumons et de crabes, sont en partie une conséquence des changements dans la position et l'intensité des fronts qui déterminent la distribution des ressources alimentaires dans l'écosystème. Les fronts océaniques ne sont pas seulement des barrières physiques, ce sont aussi des zones écologiques de haute intensité. La concentration de gradients physiques et chimiques dans un espace réduit crée des conditions que de nombreux organismes exploitent activement et le golfe d'Alaska ne fait pas exception. Le phytoplancton, base de la chaîne trophique marine, répond de manière marquée aux gradients de nutriments et de lumière qui caractérisent les fronts. Du côté côtier du front du golfe d'Alaska, la forte turbidité réduit la pénétration de la lumière solaire, limitant la photosynthèse à la couche superficielle plus mince. En même temps, l'abondance de nutriments et de fer favorise des efflorescences denses de diatomées et d'autres microalgues. Du côté océanique, la plus grande transparence de l'eau permet à la lumière de pénétrer plus profondément, mais les nutriments sont plus rares. Dans le front lui-même, où les deux masses d'eau se rencontrent, la convergence peut concentrer des cellules de phytoplancton et de la matière organique dans une bande étroite, créant ce que les océanographes appellent une accumulation de fronts. Le zooplancton, et en particulier le krill du Pacifique Nord, est l'un des organismes les plus importants de l'écosystème du golfe d'Alaska et l'un de ceux qui répondent le plus clairement à la structure des fronts. Les concentrations denses de krill que l'on trouve dans certaines zones du golfe sont liées à la convergence des courants dans les fronts, qui agrège à la fois la nourriture du krill et le krill lui-même en bandes de forte densité. Ces concentrations sont à leur tour la cible des baleines à bosse, des petits rorquals, des lions de mer et de millions d'oiseaux marins qui apprennent à localiser les fronts comme zone d'alimentation optimale. Les saumons du Pacifique, dont le cycle de vie implique la migration entre les rivières d'Alaska et le Pacifique Nord, utilisent les fronts du golfe d'Alaska comme guide de navigation et comme zone d'alimentation. Les études de télémétrie qui suivent les mouvements individuels de saumons pendant leur phase océanique montrent que ces poissons ne nagent pas de manière aléatoire dans l'océan, mais qu'ils recherchent activement les gradients de température et de salinité associés au front, où la densité de proie est plus élevée. Les cétacés du golfe, y compris les orques résidentes et transientes et les baleines à bosse, présentent des schémas de mouvement qui coïncident avec la position des fronts. Les orques transientes, qui se nourrissent de mammifères marins comme les lions de mer et les phoques, suivent leur proie jusqu'au bord des fronts où la concentration de poissons est plus élevée. Les baleines à bosse réalisent leur célèbre comportement d'alimentation en groupe, les filets de bulles, plus fréquemment dans les zones de front où le krill est concentré. Ces interactions écologiques montrent que les fronts océaniques du golfe d'Alaska sont bien plus qu'une curiosité visuelle ou un phénomène physique abstrait. Ce sont des structures fonctionnelles de l'écosystème marin qui organisent la distribution de la vie dans l'océan.
relient les processus physiques aux processus biologiques et détermine dans une large mesure la productivité et la distribution des ressources qui, pendant des siècles, ont soutenu les populations humaines de la côte de l'Alaska. Le phénomène du golfe d'Alaska a dépassé l'océanographie pour devenir une référence dans des débats culturels et religieux qui ont peu à voir avec la science de l'océan. En particulier, certains textes ont associé l'image des deux océans qui ne se mélangent pas à un verset du Coran qui parle de deux mers qui se rencontrent sans se mélanger, séparées par une barrière. Cette interprétation a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, en particulier à partir des années 2010, comme exemple de connaissances scientifiques anticipées dans un texte religieux. Le rapprochement est problématique à plusieurs égards. Premièrement, le verset coranique en question, de la sourate Al-Rahman, parle d'un contexte spécifique que les érudits islamiques ont interprété de diverses manières et pas nécessairement en référence au golfe d'Alaska. Deuxièmement, l'affirmation selon laquelle les fronts océaniques constituent une vérification de ce texte implique l'acceptation que les océans ne se mélangent pas de manière permanente et absolue, ce qui est scientifiquement incorrect. Troisièmement, le lien entre l'image virale et le verset a été établi par des vulgarisateurs qui ont utilisé la photographie à des fins rhétoriques, et non par des océanographes étudiant le phénomène dans son contexte scientifique. Au-delà du débat religieux, le phénomène a également été adopté par des courants de pensée alternatives qui voient dans la supposée séparation permanente des océans une preuve de conception ou d'intervention surnaturelle dans la nature. Cette lecture ignore que les fronts océaniques sont des phénomènes explicables dans leur totalité par la physique et la chimie de l'eau de mer, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer une cause supplémentaire. La distorsion médiatique du phénomène du golfe d'Alaska est un cas d'étude sur la manière dont les images scientifiques acquièrent des significations éloignées de leur contexte original lorsqu'elles circulent dans des environnements de communication de masse. La photographie de Kent Smith a été prise à des fins de recherche, accompagnée de données quantitatives et d'analyses statistiques qui donnaient un sens à ce qu'elle montrait. Extraite de ce contexte et distribuée avec une légende simplifiée ou erronée, elle est devenue un support visuel de récits qui contredisent les conclusions de la même recherche qui l'a produite. Le résultat net est un paradoxe. Une photographie prise pour documenter la dynamique des fronts océaniques est devenue le principal argument pour soutenir que les océans ne se mélangent pas, précisément le contraire de ce que concluait l'étude scientifique dont elle provient. Une fois écartée l'hypothèse de la séparation permanente et inexplicable, il convient de préciser quels aspects du système océanographique du golfe d'Alaska constituent effectivement des questions ouvertes ou des domaines de recherche actives dans la science contemporaine. L'ampleur exacte des flux d'eau douce glaciaire vers le Pacifique Nord et leurs effets sur la circulation océanique à grande échelle est l'une des questions les plus actives. La fonte accélérée des glaciers d'Alaska apporte des volumes d'eau douce qui peuvent modifier la salinité de la couche superficielle du Pacifique Nord de manière mesurable, avec des conséquences potentielles sur la formation des eaux profondes, la circulation thermohaline et le cycle du carbone océanique. Les modèles climatiques diffèrent dans leurs projections sur l'ampleur de ces effets. La réponse de l'écosystème du golfe d'Alaska au changement climatique est un autre domaine de recherche intense. La combinaison du réchauffement de surface, de l'augmentation du déversement d'eau douce, des changements dans les régimes de vent et de l'acidification océanique, résultat de l'augmentation du dioxyde de carbone atmosphérique dissous dans l'eau, crée un système de pression multiple sur l'écosystème dont les interactions ne sont pas complètement prévisibles. Des événements comme l'anomalie de chaleur océanique de 2014 à 2016, connue populairement sous le nom de la tache ou de blob, qui a élevé les températures de surface du Pacifique Nord de plusieurs degrés pendant plus de 2 ans, ont montré à quel point les fronts physiques comme les réseaux trophiques du Golfe peuvent être profondément affectés. La variabilité décennale du golfe d'Alaska, contrôlée en partie par l'oscillation décennale du Pacifique, présente des schémas que les océanographes peuvent décrire rétrospectivement mais dont la prédiction future reste limitée. Les alternances entre phases positives et négatives de cette oscillation affectent la température, la productivité et la composition des communautés de poissons du Golfe de manière qui ont des conséquences directes pour les pêcheries d'Alaska, l'une des plus importantes du monde.
Les mécanismes détaillés de mélange dans les fronts océaniques à des échelles submésoéchelles, entre le mètre et le kilomètre, font également l'objet d'une recherche active. L'océanographie submésoéchelle est un domaine relativement nouveau qui a pris de l'ampleur avec le développement d'instruments capables de mesurer avec une résolution suffisante les processus de mélange à ces échelles. Les résultats suggèrent que les fronts océaniques sont plus actifs en termes de mélange vertical que ne le supposaient les modèles à grande échelle, avec des implications pour l'échange de carbone entre l'océan de surface et les profondeurs. La relation entre les fronts du golfe d'Alaska et le cycle du saumon du Pacifique est également un domaine de recherche active avec des implications économiques et conservationnistes directes. Les populations de saumon Chinook, Coho, Sockeye et Pink du sud de l'Alaska ont montré d'importantes fluctuations au cours des dernières décennies qui ne sont pas entièrement expliquées par les conditions des rivières où elles se reproduisent. Une partie de la variabilité de la survie océanique des saumons peut être liée à des changements dans la structure et la position des fronts côtiers du golfe, qui déterminent la disponibilité de nourriture pendant la phase océanique du cycle de vie de ces espèces. La manière dont les microplastiques et les polluants organiques persistants se distribuent en relation avec les fronts du golfe est une question émergente d'importance environnementale. Les fronts océaniques ont tendance à concentrer le matériel flottant et en suspension dans leur zone de convergence, ce qui signifie qu'ils pourraient agir comme des pièges pour des contaminants que les organismes marins du front, y compris les oiseaux et les mammifères, ingèrent à des concentrations supérieures à celles de l'eau environnante. Cette hypothèse est étudiée dans le contexte de la pollution plastique océanique, mais les données pour le golfe d'Alaska sont encore rares. Ce sont les véritables mystères du golfe d'Alaska. Non pas l'existence d'une barrière surnaturelle séparant deux océans, mais les interactions complexes entre le climat, les glaciers, les courants et les écosystèmes qui déterminent comment change ce système océanique exceptionnel dans un monde en réchauffement. Le golfe d'Alaska n'est pas un système isolé. Par ses courants, son échange de gaz avec l'atmosphère et ses apports d'eau douce, il est connecté au système climatique global de manière que les océanographes ont progressivement dévoilé. L'océan Pacifique Nord, dont le golfe fait partie, est l'un des principaux récepteurs de dioxyde de carbone atmosphérique. Les eaux froides du Pacifique Nord subarctique, y compris celles du golfe d'Alaska, absorbent le CO2 de l'atmosphère avec une plus grande efficacité que les eaux plus chaudes, parce que la solubilité du dioxyde de carbone dans l'eau augmente lorsque la température diminue. Cette absorption de carbone joue un rôle tampon dans le changement climatique, mais elle acidifie également l'eau, réduisant son pH et altérant la disponibilité du carbonate de calcium, minéral essentiel à la construction des coquilles et des squelettes de nombreux organismes marins. L'acidification océanique progresse avec une rapidité mesurable dans le golfe d'Alaska. Les eaux déjà naturellement plus froides et au pH plus faible du golfe par rapport aux zones tropicales sont particulièrement vulnérables à ce processus. Les ptéropodes, petits mollusques pélagiques connus populairement comme papillons de mer, sont particulièrement sensibles et montrent déjà des signes de corrosion de leurs coquilles dans certaines zones du golfe, un signal précoce des effets de l'acidification sur les organismes calcificateurs. Le golfe est également un exportateur de chaleur vers l'atmosphère pendant les mois hivernaux, lorsque la surface océanique plus chaude que l'air sous-jacent transfère de l'énergie thermique qui contribue au système de tempêtes du Pacifique Nord. Ces tempêtes, à leur tour, affectent les régimes de précipitation de la Californie jusqu'au Japon. Le golfe d'Alaska est ainsi un acteur du système climatique de l'hémisphère nord et non un décor passif. Le rôle du golfe dans le cycle global de l'eau douce est également significatif. Les décharges d'eau douce glaciaire vers le Pacifique Nord à travers le golfe modifient localement la densité des eaux superficielles et peuvent influencer à l'échelle du bassin les schémas de circulation du Pacifique Nord. Si la fonte des glaciers d'Alaska se poursuit aux taux actuels ou supérieurs, comme le projettent la plupart des modèles climatiques, les conséquences sur la circulation et la productivité du golfe deviendront de plus en plus évidentes dans les prochaines décennies. L'étude du golfe d'Alaska combine des méthodologies de terrain, de laboratoire et de modélisation qui ont profondément évolué au cours des dernières décennies. Les navires océanographiques restent le principal vecteur d'observation in situ,
Le NOAA Ship Oscar Dyson, l'Alaska Knight et d'autres navires de recherche réalisent des campagnes régulières qui mesurent température, salinité, oxygène, nutriments, courant et paramètres biologiques dans des stations réparties dans tout le Golfe. Les profileurs autonomes, connus sous le nom de flotteurs Argo, sont des instruments qui plongent jusqu'à 2 km de profondeur, dérivent avec les courants pendant plusieurs jours puis remontent à la surface en enregistrant des profils de température et de salinité. Il existe actuellement plus de 4000 flotteurs Argo actifs dans tout l'océan mondial, et plusieurs d'entre eux opèrent dans le Pacifique Nord, y compris dans le golfe d'Alaska. Ces instruments fournissent une couverture spatiale et temporelle que les navires océanographiques ne pourraient jamais atteindre. Les planeurs sous-marins, véhicules autonomes non habités qui se propulsent par variation de flottabilité, peuvent suivre les fronts océaniques pendant des semaines avec une grande résolution spatiale. Ces instruments sont particulièrement précieux pour étudier la structure fine des fronts du golfe d'Alaska parce qu'ils peuvent manœuvrer le long et à travers le front, enregistrant les gradients physiques et biologiques avec une résolution de dizaines de mètres. La télédétection par satellite fournit un contexte à grande échelle. Les radiomètres de température de surface de la mer, les spectromètres de couleur de l'océan comme le MODIS Aqua et le Vekitama IIRS, et les altimètres radars qui mesurent la topographie dynamique de la surface océanique permettent de cartographier la position des fronts du golfe d'Alaska avec des résolutions de kilomètres et des fréquences quotidiennes. La combinaison d'observations satellitaires et de mesures in situ est la base de la surveillance moderne du système. Les modèles numériques océaniques, qui résolvent les équations de la dynamique des fluides sur des grilles tridimensionnelles avec une résolution horizontale de kilomètres ou même de mètres dans les versions à haute résolution, sont devenus des outils indispensables pour interpréter les observations et identifier les processus physiques dominants. Les modèles régionaux du golfe d'Alaska, comme le Gulf of Alaska ROMES, Regional Ocean Modeling System, reproduisent avec une fidélité raisonnable la circulation côtière, la structure des fronts et leur réponse aux forçages atmosphériques. La génomique environnementale, le séquençage de l'ADN présent dans des échantillons d'eau de mer, s'est récemment ajouté à l'arsenal d'outils pour étudier le golfe. Cette technique permet de caractériser la communauté microbienne de différentes masses d'eau et de suivre leur mélange de la même manière que les traceurs chimiques, mais avec l'avantage supplémentaire de fournir des informations sur la biodiversité et la fonction écologique des micro-organismes dans les différentes zones du golfe. L'histoire du golfe d'Alaska et du phénomène des océans qui ne se mélangent pas est, en dernière analyse, une histoire sur la manière dont les phénomènes naturels acquièrent des significations qui dépassent leur nature physique. Le golfe d'Alaska est l'une des régions océaniques les plus productives, les plus dynamiques et les plus étudiées de la planète. Ces fronts sont des structures réelles, documentées et mesurées par des décennies de recherche océanographique. La ligne qui divise l'eau turbide côtière du bleu océanique dans la photographie virale n'est ni une illusion ni une manipulation numérique. Elle reflète un contraste physique et chimique authentique entre deux masses d'eau aux histoires distinctes. Ce qui rend incorrect le mythe des océans qui ne se mélangent pas, ce n'est pas la photographie, mais l'interprétation. Les fronts océaniques ne sont pas des murs, ce sont des gradients. Ils ne sont pas permanents, ils sont dynamiques. Ils ne séparent pas des océans distincts, ils séparent des masses d'eau au sein du même système océanique continu. Et ils ne sont pas inexplicables, ils sont le résultat prévisible de différences de densité que la physique décrit avec des équations précises et que les océanographes mesurent avec une instrumentation de plus en plus sophistiquée. La persistance du mythe, malgré les multiples explications scientifiques disponibles, dit quelque chose de l'attrait qu'exercent les images de frontières nettes dans un monde qui généralement n'en a pas. Les océans sont fluides, littéralement, et dans tous les autres sens. Leurs propriétés changent continuellement, leurs limites se déplacent, leurs masses d'eau se mélangent et se séparent en cycles de jours, de saisons et de décennies. Le front du golfe d'Alaska est précisément cela, un moment d'apparente netteté dans un système qui opère à des échelles de continuité. L'océanographie moderne du golfe d'Alaska continue de produire des découvertes qui dépassent en complexité et en beauté toute description simplifiée. Les mécanismes submeso-échelles de mélange qui opèrent dans les fronts,
La réponse de l'écosystème au changement climatique, les effets de la fonte glaciaire accélérée sur la circulation et la chimie du Pacifique Nord, la variabilité décennale contrôlée par des oscillations climatiques à grande échelle. Telles sont les questions auxquelles les océanographes qui étudient le Golfe répondent en temps réel, avec des données recueillies dans l'un des environnements maritimes les plus difficiles et les plus riches de la planète. La photographie qui a généré à son époque des millions de commentaires sur des océans séparés par des barrières externes montre, en réalité, quelque chose de plus intéressant. Un instant d'un système en équilibre dynamique permanent, où le déversement d'eau douce des glaciers d'Alaska, la circulation du Pacifique Nord, la rotation terrestre et la physique du fluide se combinent pour produire une ligne visible depuis la surface. Une ligne qui existe parce que ce jour-là, à cet endroit, les forces qui génèrent le front dépassaient les forces qui le détruisent, et qui le lendemain, ou au bout d'une semaine, se trouvera à un autre endroit avec une autre forme ou sera temporairement effacé par une tempête du Golfe. Les fronts océaniques du golfe d'Alaska sont également un rappel que la frontière entre le connu et l'inconnu en océanographie s'est déplacée de manière constante. Il y a 50 ans, les mécanismes qui génèrent et maintiennent ces fronts n'étaient compris que de manière qualitative. Aujourd'hui, les modèles numériques reproduisent leur formation avec une fidélité qui permet des prédictions opérationnelles. Cependant, les processus de mélange à l'échelle sub-méso-échelle, la réponse du système à la perte accélérée de masse glaciaire et les interactions entre les fronts physiques et les réseaux trophiques de l'écosystème restent des domaines de recherche active où les données observationnelles et les prédictions des modèles ne concordent pas toujours. C'est cela, le golfe d'Alaska. Non pas deux mondes qui se refusent l'un à l'autre, mais un unique système océanique dans lequel chaque masse d'eau porte inscrite dans sa température, sa salinité et sa composition chimique l'histoire de l'endroit où elle a été et de ce qu'elle a rencontré en chemin. Un système où les limites sont réelles mais transitoires, où la séparation est partielle et temporaire, et où le mélange, bien que lent et parfois invisible à l'œil nu, opère sans interruption à chaque échelle d'espace et de temps que les instruments sont capables de résoudre.